Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine. Bonjour chers amis de Sur ma route, pour cette dernière émission inédite de l'année, je vous offre un petit cadeau, j'espère que ça vous fera plaisir. Je vous offre 18 extraits d'émissions dont certaines sont anciennes, elles ont 6 ou 7 ans. J'aurais pu évidemment sélectionner beaucoup plus, mais voilà, c'est comme ça, on a 26 minutes devant nous. Alors ces invités que j'ai reçus en tant que commun dans un monde, on va se le dire, pas super cool et même carrément gris, ils ont en commun de nous offrir des couleurs, un moment savoureux ou un souvenir joyeux. Dans cette première série, quelques-uns vous parlent de la force de l'amitié, des copains, de l'importance de la famille ou de convictions qui nous amènent à mener des aventures et à créer. Allez, c'est parti pour 8 premiers extraits avec le célébrissime Pierre Bonte, personne n'a oublié le petit rapporteur, et son ami Philippe Delestre, dessinateur bien connu, avec l'inoubliable présentatrice Marilène Bergman, avec le consul Yves Wendling, l'acteur Yvon Bach, la générale Anne-Cécile Hortemann, la romancière Agnès Ledig, qui nous parle des dynamiques humaines, avec la productrice d'Eau de Rose, Juliette Anglade, et avec celle que nous portons toujours dans notre cœur, une des premières invitées de Sur ma route, Geneviève de Fontenay, qui évoquait ici pour nous la famille des Miss. Philippe, au-delà de l'ami, Pierre, c'est, ça représente quoi pour toi c'est un journalisme quand même, on dit c'est quand même l'idéal du journalisme de terrain, quoi, vraiment. L'idéal du journalisme de terrain, c'est l'idéal de l'enthousiasme. Ouais. Et puis, comme disait, je ne sais plus qui, être français, c'est aimer la France. Et ben Pierre, c'est un amoureux de la France. Ouais. Et le secret, il est là. C'est le naturel au sens propre du terme. Et voilà. Ouais, donc peut-être. Pierre aime la vie. Ouais, J'aime la vie, j'aime les gens, j'aime parler, j'aime communiquer, et puis j'aime mon pays, j'aime la France, c'est vrai. Vraiment. Et c'est comme ça d'ailleurs que je me suis intéressé un jour à Marianne, qui incarne justement la France. Et c'est tout, et j'ai toujours essayé de mettre en valeur les provinces par rapport à Paris qui trop longtemps a monopolisé l'attention des grands médias. Au moment où RTL Group voulait lancer sa chaîne à Paris en reprenant les locaux d'M6 et la chaîne M6, mais je ne me suis jamais habituée à la vie parisienne. Donc, et puis voilà, alors, ouais. présentation du JT. Donc Ouais. si bien qu'avec toutes ces émissions-là, vous avez rencontré des centaines et des centaines et des centaines de personnalités. Alors moi, j'aimerais bien entrer un petit peu dans vos coulisses, Dans les savoir un rencontres. petit peu plus. Il y a forcément des gens qui vous ont plus marqué que les autres, plus ému, plus Bien sûr. agacé peut-être aussi. Oui. J'ai entendu dire des choses, c'est-à-dire rencontrer Léo Ferré, etc. Dites-moi Léo ce qui Ferré, vous a marqué. c'est un joli souvenir parce que bon, il a plutôt cette image un petit peu anard, Oui. extrême gauche et tout ça. Et il était charmant, c'était le poète avant tout. Et je me souviens qu'à la fin de l'interview, dans le journal télévisé, il m'a fait un baise-main. Ouais. C'était assez surprenant et c'était très classe. Et Guy Béard avait fait ça aussi. Et autrement, un personnage qui m'a vraiment, vraiment beaucoup ému, c'était aussi dans le cadre du journal télévisé, c'était le père Pierre Tritz. C'est un jésuite lorrain qui a été beaucoup moins médiatisé que Mère Teresa ou Sœur Emmanuelle, mais qui a passé 60 ans de sa vie aux Philippines à sauver des enfants de la misère, des trottoirs de Manille, et en ouvrant des écoles, etc. 60 années de sa vie, il a sauvé des centaines de milliers d'enfants. Et il faut se souvenir de son nom. Il est mort récemment et à plus de 100 ans. L'amitié chez Wendling, c'est quoi C'est important. C'est très important, Oui, j'imagine. parce que tu peux pas vivre sans Mais amis. c'est rare les vrais amis, ou c'est... J'ai plein d'amis, plein de copains, voilà. Je fais pas de distinguo, moi après je sais pas forcément la différence, mais j'ai besoin d'échanger, puis chacun amène quelque chose. Voilà, il y a des gens avec qui on va plus rigoler, il y a des gens avec qui on a une conversation plus profonde, il y a des gens avec qui on a des échanges habituels, mais
chaque rencontre est importante. Et je crois que l'important dans la vie, c'est les rencontres. Ouais. Si on passe à côté de ça, on passe un peu à côté de sa vie. Moi, j'ai la chance parce que avec le métier que j'ai, avec les activités que j'ai, je rencontre beaucoup de gens. Et c'est ça qui me plaît, en fait, moi, c'est les gens. Non, là, je ne revendique pas d'une appartenance à cette région, mais évidemment, c'est l'enfance, hein, donc il y a de la nostalgie. Moi, c'est une enfance plutôt heureuse, quoi, dans une famille où c'était cool. Voilà, j'ai plein de souvenirs ici, vraiment. Et puis, je garde, comme je te disais, des potes parisiens, quoi. Il y a une diaspora thionvilloise qui est arrivée à Paris, et donc il y a des potes de Thionville que je vois beaucoup à Paris, quoi, encore. Hein. Mais non, bien sûr, je garde de très bons souvenirs ici. Mais ça veut dire que tu as ce côté-là, de conserver les amitiés que tu as eues ici, Oh, les bah conserver. ouais. Alors pas forcément forcées, mais Non, c'est parce que c'était des très bons potes, d'excellents potes ici. Quand ils sont venus à Paris, on a continué à se voir là. Enfin, de toute façon, après, et plus ou moins épisodiquement, là, on se revoit plus parce qu'on vieillit. Et donc, voilà, on commence à avoir une espèce de nostalgie, tu sais, mélancolique qui s'installe en nous, voilà. Tu me disais tout à l'heure en arrivant, on est quand même du XXe siècle. Et ça m'a fait drôle, parce que c'est vrai, finalement. Et le 21e est quand même déjà bien entamé. Hein. Anne-Cécile, je vois cette table, on est dans les caves de Charles Quef, je vois cette table très conviviale près du feu. Les tablées amicales, c'est des moments de grand ressourcement. Vous qui avez un métier extrêmement chronophage, difficile, violent même, vous êtes dans l'armée. Donc, quels sont vos ressourcements, vos lieux et vos moments de ressourcement? Comment vous prenez du recul comme ça en vous disant, c'est la famille, c'est quoi? Alors la famille, c'est quand même le point clé de tout ça pour absorber parfois des choses difficiles. Et c'est vrai que du coup de pouvoir vivre des moments de convivialité dans des endroits comme ici, qui sont de base en fait conviviaux, dans lesquels vous êtes accueillis comme un ami, même si on ne vous connaît pas tant que ça. Et tout de suite, vous avez l'impression d'être à la maison. Et je pense que ces moments-là, ils sont primordiaux. Donc je reviens sur la famille parce que c'est vrai que c'est quand même... c'est là où on revient toujours, c'est-à-dire quand vous partez en mission, en opération, quand vous êtes au travail, vous revenez chez vous. Et revenir chez soi, c'est quelque chose d'important. Mon mari, mes enfants, ma maman, bien sûr, mes grands-parents, mes oncles et tantes. On pourrait même dire, c'est un peu le dernier rempart, pour prendre une métaphore militaire. C'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Quand quelque chose ne va pas, de toute façon, les premières personnes vers qui je me tourne, c'est eux. Qu'est-ce qui vous réjouit, vous rassure sur la nature humaine aujourd'hui, quand vous observez un peu cette planète? Les dynamiques humaines qui ont compris les choses et qui essayent d'œuvrer pour du mieux. J'écoute beaucoup un podcast qui s'appelle le Green Letter Club et j'entendais il y a quelques semaines, il y a un numéro qui est sorti avec Pablo Servigne qui parle de collapsologie, etc. et qui met beaucoup d'espoir en disant quand il y a des catastrophes, des choses comme ça, en fait l'humain, contrairement à ce qu'on pense, parce que c'est dans les films hollywoodiens où tout le monde va se taper dessus et s'entretuer pour survivre, non, quand il y a des catastrophes, les gens s'entraident. Et ça, c'est mon espoir. C'est vrai. Et on l'a vu à Valence, en Espagne, quand il y a des inondations, les voisins, ils se serrent les coudes, ils se retroussent les manches ensemble, et puis ils vont chez l'un, chez l'autre. Et ça, c'est vraiment l'espoir en l'humain. Et en ça, je pense qu'en tant que romancier aussi, on peut changer le récit. Comme le dit Cyril Dion, il faut qu'on change le récit de nos sociétés et ne pas arrêter de faire des films qui parlent de gens qui s'entretuent quand il y a ce que je dis, une catastrophe. Non, il faut montrer les choses positives. Voilà, on est dans la distillerie. D'accord. Dans d'anciens fours à pain, tu vois, du Moyen-Âge. Ah ouais, qui était pour tout le village. Alors là, en plus, le cadre est génial. Voilà. C'est vraiment super de vivre ici. Et donc là, c'est ça, c'est là que ça commence la distillation. Voilà. Il y a une autre partie qu'on ira peut-être... Qui est la confiturerie à côté. Ah voilà, la confiturerie, parce qu'il faudra qu'on voit tous les produits. Ton histoire, c'est aussi une histoire lorraine, finalement, parce que la Lorraine est très liée à l'histoire de l'horticulture, de l'agriculture aussi. Et on a des grands noms en Lorraine. Oui, on a Victor Lemoine, on a Jean-Marie Pelt, bien sûr, on a un terroir à fleurs, parce qu'on a des sols profonds qui sont gorgés d'eau, et en même temps il fait chaud l'été, donc on a vraiment une histoire de l'horticulture, et pour la rose aussi. Et pour la rose aussi. Alors justement, la question que je me posais,
Pour ton eau de rose, c'est ça? Ouais. Quel type de rose? Quelle espèce de rose? On peut dire que c'est des roses lorraines? On peut dire que c'est des roses françaises en tout cas, des roses galliques, Gallia, parce que ce sont des roses qui étaient cultivées par les confiseurs au Moyen-Âge déjà, pour faire des bonbons. Ce sont des roses qui ont des arômes de fruits. Donc elles sentent la framboise, là tu as senti le citron, le litchi. On n'est pas sur un côté un peu cosmétique qu'on a des fois quand on goûte des produits à la rose qui sont faits en fait aujourd'hui avec une seule rose dans le monde entier, une rose de Damas. Ça s'appelle Kazanlik, voilà, qui est cultivée en Bulgarie, beaucoup. Et en fait, on a oublié nos roses galliques qui sont sublimes. Alors, Geneviève, on peut dire que Louis et vous avez modernisé, médiatisé aussi les Miss France. Vous en avez fait un grand spectacle populaire, c'est ça, hein? Est-ce qu'il y a des anecdotes? Parce que ça a été quand même une aventure au début, dans les années 50, quand vous démarrez ça. D'ailleurs, en parlant de Isabelle Krummacher, elle avait été reçue par Pierre Messmer à l'hôtel Matignon. Et Madame Messmer lui avait offert un grand flacon de parfum de Guerlain, je me rappelle et tout. Oui, c'est-à-dire que Miss France est devenue un personnage officiel, et considéré, respecté. Et ça, c'est sûr qu'au fil des années, on a senti vraiment l'évolution, quoi. Et après, on a été garder une partie à l'Élysée avec Miss France qui était tahitienne, Marie-Va Georges. Et alors, elle était devant Mitterrand qui était déjà un peu malade. Parce qu'il l'avait rencontré à Tahiti, il était passé, il l'avait vu là-bas quand elle avait été élue. Et alors, elle est arrivée devant lui et dit... il était là, on aurait dit qu'il voyait la Sainte Vierge, tellement elle était... Vous me reconnaissez, elle dit, Marie-Va. Mais oui, je vous reconnais, il était là, Mitterrand et tout. Oui, c'est des choses comme ça où les Miss France qui étaient invitées là-bas à la NASA et les pilotes d'Air France qui chantaient la Marseillaise quand elles descendaient de l'avion. Enfin, Miss France était devenue quand même un personnage officiel de la France, quoi. Mais vous avez, quand vous relancez le comité avec Louis, tout est organisé vraiment très bien. Mais en même temps, on sent que vous avez on se complétait. Parce que lui, c'était des discours, il faisait des discours. Lui, il fêtait le centenaire de Victor Hugo. Il avait 28 ans au Palais de Chaillot. Il n'allait pas dans les niche clubs et des machins comme ça. Bon. Donc, et moi, j'étais là pour organiser les défilés, pour choisir les robes, pour repasser les robes. J'ai repassé pendant plus de 30 ans les robes. Hein. Dans cette deuxième séquence, contenant 8 autres extraits, vous allez retrouver d'autres personnages et d'autres façons d'appréhender le monde en positivant, ou tout au moins en trouvant un ressourcement ou un apaisement. Beaucoup des invités de Sur ma route au cours des 270 émissions ont évoqué leur terre natale, comme ici dans un premier extrait, le génial poète, l'un des plus grands français, Richard Rognier. Puis nous entendrons l'auteur et metteur en scène Roland Marcuola nous parler de Jacques Brel. Nous resterons dans la musique, immense source de bonheur et d'inspiration, avec deux femmes, la chanteuse et musicienne Alicia Hublot, que les téléspectateurs de Moselle TV connaissent bien, et la chef d'orchestre polonaise Marta Gardolinska, directrice de l'orchestre de l'Opéra National de Lorraine. On fera aussi un petit tour du côté de l'humour, essentiel et même vital, avec Calixte de Nigremont, et puis un tour aussi du côté de la littérature, avec l'écrivain et producteur Benoît Dutertre, que j'avais reçu en novembre 2022. Il m'avait dit son bonheur de voir une littérature française qui se renouvelle. Et puis nous achèverons cette deuxième série avec deux personnalités qui nous parlent de l'ouverture de la Lorraine sur le monde. La présidente de l'université Hélène Boulanger et le baroudeur et reporter pour Europe 1, Le Figaro et Lonely Planet, Jean-Bernard Carrier. On est ici dans un cimetière, on est dans ta terre natale, sur ta terre natale. Ta relation au pays natal, et puis ta relation aussi à tes ancêtres, comment elle est? Peut-être plus attachée à la terre natale, parce qu'en fin de compte, elle inclut les ancêtres, automatiquement. Et comme on parlait tout à l'heure de nature, je suis plus enraciné dans la terre plutôt que dans une mémoire particulière et familiale, j'allais dire. Quoique je ne nie absolument pas le fait qu'on appartient quand même à une lignée familiale, c'est certain. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le cadre, c'est la terre elle-même, l'endroit où on est né, qui fait que les racines sont vraiment là dans le sol qu'on foule.
Qu'est-ce qui t'accroche d'abord dans l'univers brelien? Je crois que c'est l'interprétation, c'est la claque qu'il nous met dans son jeu, dans son interprétation, contrairement à Brassens où on a quelque chose de très sobre avec juste les mots. Ça me touche énormément. Et chez Brel, il y a les mots, bien sûr, mais il y a cette fantastique interprétation inimitable, comme je le dis dans l'intro du spectacle, inimitable sauf à se rendre ridicule. C'est pour ça que j'aime pas trop qu'on touche aux interprétations de Brel. Excuse-moi pour le fan, t'es pas un inconditionnel des reprises de Brel. Non. J'en ai vu de très bonnes, j'en ai vu de très bonnes, mais je suis toujours, c'est bête, c'est stupide, je suis a priori méfiant. Oui. A priori méfiant, mais j'en ai vu des très très belles, des très très bonnes, justement parce qu'on a la distance avec Brel, on se concentre sur la chanson et on n'est surtout pas dans l'imitation. Après, il faut vraiment connaître la musique, les musiciens, et il y a beaucoup de psychologie. Alors, et diplomatie aussi. Oui. Surtout dans un poste fixe comme le mien ici, comme directrice musicale, il faut vraiment gérer les gens, aider, motiver et trouver une bonne ambiance de travail. Parce que je travaille toujours avec des gens avec vraiment superbe éducation et talent. Mais la question est comment organiser tout ça pour eux, pour qu'ils peuvent vraiment donner son mieux. Sa musicalité. Oui, parce que c'est compliqué. C'est pas seulement des additions de talents, c'est former une équipe. Est-ce que vous qui avez pratiqué le sport à un haut niveau avant de faire dans ce métier de la musique, est-ce qu'on peut comparer ça un peu à un coach d'une équipe, c'est-à-dire qui doit gérer ça? Oui, absolument. Absolument, parce que je ne sais pas jouer violon, je ne sais pas jouer tuba, mais je dois créer une situation pour que les violonistes et les tubistes se comprennent bien. J'ai mes amis d'enfance qui sont là et dont les parents vivent encore à 2 pas et qui sont restés des amis éternels depuis toujours. Donc voilà, ça s'est ancré, c'est indélébile, des amis depuis toujours. Après, ce qui s'est passé à Briey aussi, c'est que mes parents y vivent et c'est eux qui m'ont insufflé tout cet amour pour la culture que j'ai aujourd'hui. Alors une enfance heureuse, ici ça se voit dans tes yeux, Alicia, enfance heureuse à Briey, mais enfance déjà musicale? Oui, parce que mon père écoutait énormément de musique, c'est-à-dire que moi j'avais ma chambre là juste au-dessus, mais il y avait toujours la musique à fond, tous les dimanches matins, ensuite dans l'autre maison, et c'était Simple Minds, c'était Cure, c'était In Excess, il y avait un piano également, donc j'en ai joué à partir de l'âge de, je crois, peut-être 6-7 ans, et il y avait une guitare, enfin voilà, c'était la musique à fond, les ballons, c'était des concerts déjà, on m'a emmené sur les bancs des concerts, j'avais 4 ans, je suis allée écouter Santana, alors je m'en souviens plus. Donc voilà, j'ai baigné dans la musique. Mais l'humour est quand même le ressort de tout dans vos prestations. Parce que on se marre, quoi. C'est ça. Franchement. Alors c'est à la fois l'autodérision, à la fois le fait de ne pas se prendre au sérieux. Moi j'ai eu la chance, on m'a confié un certain nombre de conceptions de projets qui avaient pour objectif de ne pas se prendre au sérieux. Donc du coup j'ai inventé le concept de championnat du monde de conversation. J'ai inventé un truc qui s'appelait la Tolstoïade, qui était la lecture de l'intégrale de Guerre et paix de Tolstoï en continu, en extérieur, où 180 personnes ont lu en 45 heures. Et vous avez créé aussi un mouvement contre la nouvelle année. Absolument, le FONACON, le Front d'opposition à la nouvelle année, on militait tous les 31 décembre pour refuser l'arrivée de la nouvelle année. Donc j'ai fait plein de choses comme ça. On a créé un consulat général de l'Atlantide au cas où l'Atlantide reviendrait, qu'on soit prêt à partir sur l'île de l'Atlantide. Mais je le dis, moi j'adore vous suivre et j'adore tous les événements que vous présentez, parce que c'est ça. Alors, maître des cérémonies, on va y rentrer un peu. Je prends mes pompes, si vous permettez juste un mot. Parce que vos chaussures. J'ai quand même décidé... Il y a le Printemps de Bourges, les Eurocaines, Festival d'Avignon, inauguration de l'Olympia, Sérénissime de l'humour à Monaco, la fête de l'UMA. Alors c'est marrant de mettre Monaco et la fête de l'UMA l'un à côté de l'autre. C'est ça qui est amusant. C'est ça qui est amusant. Carnaval vénitien, Festival du Rochefort, Canada, Belgique, bien sûr. Pour les Lorrains, j'ai présenté le concert de soutien aux sidérurgistes de Florange qui avait lieu au pied de la Tour Eiffel. Ah, c'est vrai. Avec Bernard Lavillier, avec bon nombre d'artistes. Et c'était moi qui présentais cette scène-là. C'est génial. Et donc c'était très amusant. C'est très amusant. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une grande diversité, mais comment, j'imagine que c'est un boulot de dingue de préparer tout ça. Pas du tout, c'est de l'improvisation complète. Ah oui, mais alors parce que moi j'arrive les mains dans les poches et je dis alors de quoi on va parler? On va parler de... Ah bah tiens, alors le soleil. Le soleil. Tu n'aimes pas notre époque? Ou est-ce qu'il y a des choses qui finalement te disent, il y a aussi un peu de flamboyance?
J'ai un regard très critique sur mon époque, c'est certain, mais j'y connais beaucoup de bonheur, hein, moi. Bon, c'est vrai que le déclin des lignes de chemin de fer, le déclin de l'hôtellerie, il y a beaucoup de déclins de choses que j'aime, mais néanmoins, Paris reste une ville merveilleuse, les Vosges restent une montagne merveilleuse, il y a ces passionnés dont je vous ai parlé qui essaient de relancer l'élevage traditionnel, il y a plein de choses qui me plaisent, et puis il y a des bons écrivains, par exemple, je pense, tiens, que la littérature française aujourd'hui est meilleure qu'elle était il y a 30 ans. Ah ouais. Voilà, oui, je pense que la littérature française d'après-guerre, c'était beaucoup enfermé soit dans des choses politiques, soit dans une avant-garde un peu, pour moi, un peu rasoir, le nouveau roman, toutes ces choses extrêmement sophistiquées. Et je pense qu'avec, par exemple, comme quelqu'un comme mon ami Houellebecq, je pense que la littérature française a un vrai renouveau. D'ailleurs, elle a au plan international, elle a à nouveau un regard justement sur le monde moderne, etc. Elle a à nouveau une invention et il y a aussi un plaisir de lecture qu'on retrouve chez beaucoup de jeunes romanciers français d'aujourd'hui. La Lorraine est quand même extrêmement diverse, hein, quand on va de Longwy à Remiremont et puis qu'on remonte à Bitche, etc. La richesse. Une formidable richesse. Mais selon vous, c'est quoi finalement qui réunit tous ces Lorrains? Quel est le lien entre tous ces Lorrains? Alors moi, je vois la Lorraine comme étant une terre très dynamique, tournée vers le futur bien davantage que vers le passé. Le passé, c'est... Quand on regarde le passé, on sait un peu mieux, on comprend mieux ce que l'on est, on peut imaginer notre avenir un peu plus facilement, mais on est tourné vers le futur. Et pour moi, la Lorraine, c'est une forme de trait d'union entre l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord, avec sa zone transfrontalière, avec son rapport avec tous les peuples qui nous entourent. Donc cette fonction de trait d'union, elle traduit aussi le fait que c'est une terre de brassage, la Lorraine. Ça brasse des populations, les flux migratoires nous habitent, nous nourrissent, nous enrichissent. C'est la prise en compte de l'autre, c'est l'amour de l'autre aussi, l'accueil dans sa diversité. Et ça, voilà, la Lorraine, c'est l'endroit où il faut être en fait. C'est vrai. Une terre de brassage dans une ville, un pays de brasseurs. Oui. Je ne peux pas aller au-delà, c'est une très belle conclusion. Merci Hélène Boulanger. Merci Yannick. Je pense que tu as une attirance aussi, au-delà de la Lorraine, du Luxembourg, de l'Allemagne, de l'Europe, etc., pour les frontières. Mais j'adore. Il y a quelque chose, il y a un rapport aux frontières qui est très particulier. Mais parce que j'ai grandi ici en Moselle, et la frontière, ça a toujours fait partie de mon imaginaire. Quand j'étais gamin, on allait à Bettembourg, on allait du côté sarrois, on allait en Belgique, qui est pas très loin aussi. En fait, on a 4 frontières. On est l'un des endroits les plus frontaliers au monde. J'ai regardé sur les cartes. C'est ici qu'on a 4 pays dans un mouchoir de poche. La Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg et la France. Dans un tout petit mouchoir de poche, on a 4 pays, mais c'est exceptionnel. Alors, on n'a peut-être pas la mer, mais on a cet océan de pays autour de nous. Et c'est une ouverture sur l'ailleurs qui est grandiose. Et tu sais que, attends, quand je suis dans le centre de la France, le Massif central, et qu'il n'y a pas les frontières, j'ai déjà ressenti un sentiment un petit peu d'oppression, presque d'angoisse. J'ai besoin de ces frontières. Cette ouverture. Et quand je reviens en Lorraine, je vais faire un petit tour, je joue un petit peu à saut de frontière. On a même des villages ici en Moselle qui sont à cheval sur les deux, comme ici d'ailleurs, Perl, Schengen, Rodmack, tout ça. On est vraiment à cheval sur 3 pays et j'adore ça. Attendez, chers amis, ce n'est pas tout à fait fini. Vous savez qu'on aime positiver dans cette émission sans se cacher la vérité. Hein. C'est un peu notre ligne éditoriale, aller à la découverte ou à la redécouverte de Lorrains qui ont des choses à nous dire et plutôt des choses qui nous permettent d'être plus heureux. Le bonheur, pour beaucoup d'entre nous, c'est aussi une nostalgie de l'enfance et de la jeunesse, ce qui ne nous empêche pas de regarder devant et d'aimer l'avenir. Voici, pour finir, 2 extraits d'émissions avec ceux qui sont nos parrains, nos 2 parrains, tout premiers invités de Sur ma route à l'automne 2018, le Messin, animateur de radio célèbre Georges Lang, et le Géromois tout aussi célèbre, humoriste et conteur Claude Vanoni. Ils nous parlent tous les deux de leur première. Et ils sont toujours là, bon pied, bon oeil, en 2025, 26 et encore après. Ils sont sur les planches ou au micro pour notre plus grand bonheur. Bonne fête à tous, soyez heureux et prudents, et à bientôt sur ma route. Georges, expliquez-nous pourquoi vous avez voulu nous emmener dans cette église Sainte-Thérèse. Quel est le souvenir qui traîne ici? D'abord, j'étais enfant de chœur. Et je veux dire, j'étais scout et enfant de chœur. Donc scout dans une troupe qui était la troupe du lycée de Metz, mais enfant de chœur ici à Sainte-Thérèse, parce que le chanoine Martin, qui à l'époque présidait la paroisse, avait fait en sorte que
ces offices deviennent des pièces de théâtre. C'était formidable. On était une trentaine pour la messe de 10h le dimanche, avec une chorale exceptionnelle et avec une ferveur que j'ai jamais retrouvée par la suite. J'ai peut-être eu envie de faire un métier artistique après avoir gravi les marches qui menaient vers le maître-autel ici à Sainte-Thérèse, avec des spots, avec des lumières, avec des chants exceptionnels, avec une mise en scène, on peut le dire, qui m'a toujours bluffé et stupéfait. C'est la raison pour laquelle je dois beaucoup à cette paroisse. Je faisais la quête, j'animais des centres de réflexion pour jeunes. J'étais pas dans une association chrétienne, mais bon, j'aimais ça. Et puis, j'ai monté un groupe de rock. Voilà, vous avez démarré quand même la musique un peu ici. Voilà, j'ai démarré un groupe de rock qui s'appelait les Swallows. Pourquoi les Swallows? Parce que ça ressemblait un peu aux Shadows. C'était le groupe qu'on aimait beaucoup. On faisait des instrumentaux. Donc, après avoir travaillé ici comme sacristain, j'ai ouvert l'église pendant un mois. J'ai gagné de l'argent parce que ici, le clergé était rémunéré. C'était pas une paroisse pauvre, au contraire, c'était même une paroisse très aisée. J'ai pu enfin m'acheter ma première guitare électrique. Et le curé, le Chanan Martin, gentiment, m'a proposé de me prêter une salle sous l'église pour que je puisse répéter avec mon groupe. Moi, j'ai démarré avec les ménestrels, en fait. J'ai démarré avec Jean Grossier. On faisait une veillée, et dans la veillée, on coupait le spectacle en deux. Il y avait, dans les Vosges, il y a forcément deux parties bien distinctes. Il y a l'hiver et l'été. Et l'hiver, on faisait une veillée sur scène, et on se demandait ce qu'on pouvait amener, quoi. Donc on danse, on chante... on faisait du spectacle vivant. Il y avait des gens qui amenaient, il y avait des copains qui amenaient des poules sur scène, des autres qui faisaient des sabots, mais réellement, ils faisaient des sabots, il y avait les copeaux par terre. Et puis on s'est dit, il n'y aurait pas un célibataire qui habite la ferme voisine, un peu au-dessus, et puis il voit de la lumière, il sent quelqu'un, il dit, ben voilà. Et il arrive avec sa lanterne, et un peu faux cul, il dit, oh, je ne veux pas vous déranger, vous avez du monde. Mais non, rentre, viens avec nous, on va rigoler. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il t'est rien arrivé de marrant cette semaine? Ah ben si, l'autre jour, voilà. Et ça partait comme ça, je racontais une histoire qui durait 1 minute et demie. Et j'intervenais 2 ou 3 fois dans le spectacle des ménestrels. Et puis petit à petit, on m'a demandé de venir animer des kermesses, des mariages, et c'est parti. Et c'est parti comme ça. Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine.